Abdoulaye Thiam, bonjour. Bonjour. L'élection de Samuel Eto'o au comité exécutif de la CAF, c'était loin d'être gagné il y a encore une semaine. Comment a-t-il réussi finalement? Écoutez, vous avez parfaitement raison, c'est une très belle remontada, comme d'ailleurs a l'habitude de faire son ancien club, le FC Barcelone. La vie de Samuel Eto'o fils, comme vous le savez aussi, a été parsemée d'embûches, mais il a toujours su tirer son épingle de jeu. C'était pas facile, il menait une bataille d'abord contre l'ancien président du comité de normalisation de son pays, Saïdou Mombo, mais aussi contre le ministre des Sports, mais également contre la Confédération africaine de football qu'il avait déclaré inéligible. Mais Samuel Eto'o étant Samuel Eto'o, il a poursuivi l'affaire jusqu'au TAS qui lui a donné finalement raison. Le TAS qui lui a donné raison, c'est donc le tribunal arbitral des sports. Mais en janvier dernier, comme vous l'avez dit, la CAF avait refusé qu'il soit candidat en prétextant qu'il avait gravement violé les principes d'éthique, d'intégrité et d'esprit sportif en acceptant de devenir l'ambassadeur d'une société de paris sportifs. Fin de citation. Comment a-t-il réussi cette remontada finalement? Écoutez, c'est tout à fait simple parce qu'il a saisi le TAS, il a amené tous ses dossiers, il a pris de bons avocats, il a défendu son dossier, le TAS lui a donné raison, il appartenait à la CAF de prendre une seule mesure, c'est-à-dire aller saisir ce qu'on appelle la Cour fédérale suisse. Mais la CAF était obligée, compte tenu de cette situation de fait qui s'imposait à elle, d'accepter cette candidature-là et Samuel Eto'o a fini par être élu. Il fallait le voir ici au Caire, tout souriant parce qu'il n'avait aucune pression, il était sûr de passer, il est passé comme lettre à la poste. Et il a été élu par acclamation, c'est ça? Absolument, il a été élu par acclamation comme plusieurs autres membres aussi de différentes zones. Et quand ils ont projeté la photo de Samuel Eto'o, effectivement, il y a eu quand même beaucoup plus de salves d'applaudissements comparé aux autres candidats. Donc, il reste toujours populaire, plus populaire même que le président de la Confédération africaine de football. Donc, c'est une bonne guerre qu'il y ait une salve d'applaudissements quand on a cité le nom de Samuel Eto'o fils et surtout quand on a projeté son image au niveau de l'écran géant. Alors, vous l'avez dit, hein, derrière la décision anti-Samuel Eto'o du mois de janvier dernier, beaucoup, à tort ou à raison, ont vu la main du ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouélé-Kombi, et du Camerounais qui siégeait jusqu'ici au comité exécutif de la CAF, Seydou Mbombo Njoya. Mais est-ce que le président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe lui-même, ne manœuvrait pas lui aussi en coulisses contre Samuel Eto'o? Je n'irai pas jusque-là, d'autant plus que les organes qui s'occupent de l'éligibilité des candidats sont des organes indépendants. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau quand même de ces organes, tous avaient déclaré Samuel Eto'o fils inéligible. Toutefois, il a poursuivi donc son combat jusqu'au niveau du tribunal arbitral des sports. Il a obtenu gain de cause. Aujourd'hui, il est là. Reste à savoir maintenant si dans les 4 prochaines années, il envisagera de briguer la présidence de la Confédération africaine de football et pourquoi pas devenir président, par exemple, là où Michel Platini a échoué en Europe. Oui, vous dites qu'il peut viser dans 4 ans la succession de Patrice Motsepe, hein. Pourquoi pas? Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, quelqu'un qui est courageux, qui a réussi quand même à surmonter tous les obstacles devant lui. Oui, il y a une forte probabilité, beaucoup de gens le pensent ici, dans les coulisses, Samuel Eto'o pourrait être candidat, pourquoi pas, en 2029. Alors maintenant qu'il est à la CAF, est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o va se représenter à la fin de cette année à la présidence de la FECAFOOT? Il n'y a aucune incompatibilité entre son poste de membre du comité exécutif de la CAF et sa volonté, par exemple, de vouloir briguer un deuxième mandat au niveau de la Fédération camerounaise de football. J'ose espérer aussi qu'il va le faire parce que ce serait extrêmement dangereux pour lui de laisser déjà la Fédération camerounaise de football pour se contenter exclusivement d'un poste au niveau de la CAF. Et pensez-vous que c'est le signe qu'il renonce définitivement à toute ambition politique dans son pays, le Cameroun? Oui, c'est probable, je ne sais pas. Politiquement, beaucoup de gens parlent de lui, mais jusqu'à présent, il n'a pas posé d'acte allant dans le sens de briguer la présidence de la République. Moi, tel que je le connais, j'ose espérer tout simplement qu'il va rester dans le football parce que c'est là qu'il sait le mieux servir l'Afrique et le monde entier. Avec cette réélection de Patrice Motsepe à la présidence de la CAF, quels sont les changements à venir pour le football africain dans les 4 prochaines années? Moi, à ce niveau-là, j'attends deux changements fondamentaux. Le premier changement, c'est de faire en sorte que l'Afrique puisse maîtriser aujourd'hui son calendrier, son agenda, et qu'on arrête avec ces glissements ou bien tout simplement ces compétitions qu'on repousse à chaque fois que la FIFA veut en décider autrement. Deuxièmement, il faut aussi que le président Patrice Motsepe prenne son bâton de pèlerin pour aller discuter avec les chefs d'État africains parce que rien que pour la quatrième ou cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, il y a 13 matchs
africains qui doivent se dérouler sur le territoire marocain. Donc la plupart des pays au sud de Sahara ne disposent pas des infrastructures aujourd'hui qui répondent aux normes de la FIFA et aux exigences de la CAF. Et sur ce plan-là, j'aurais bien aimé que Patrice Motsepe fasse preuve un tout petit peu de souplesse, d'indulgence pour permettre quand même à certains pays de pouvoir accueillir chez eux. Accueillir chez eux dans leur propre pays. Absolument, dans leur propre pays. Est-ce à dire qu'il faudrait peut-être que la FIFA et la CAF soient moins strictes dans les conditions qu'elles posent pour l'organisation de matchs dans certains stades? Oui, mais on peut se poser même la question comment est-ce qu'ils arrivent à faire l'arbitrage, parce qu'il y a certains pays quand même qui sont dotés des infrastructures qui ne répondent pas. Nous sommes des journalistes, nous voyageons beaucoup en Afrique, nous constatons qu'il y a des matchs de la FIFA ou de la CAF qui se déroulent dans des stades qui ne répondent pas aux normes. Pendant ce temps, on voit d'autres pays, on refuse tout simplement d'homologuer ces stades-là. Ça aussi, c'est un gros problème. Quels sont les grands stades de grandes capitales subsahariennes qui sont injustement écartés pour l'instant de toute homologation? Moi, ça m'étonne aujourd'hui que Madagascar, qu'on lui a refusé l'homologation de son stade. J'ai vu le stade de Gambie qui a été quand même rénové. Il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites. Je me suis posé la question comment est-ce que la FIFA a pu homologuer, par exemple, le stade de la Mauritanie où des stades de la trempe de Sadio Mané ont été obligés de passer devant des supporters dans une zone pour aller rejoindre les vestiaires. Donc, si vous faites le benchmarking, vous allez vous rendre compte qu'il y a des parties où on ferme les yeux, on ne dit absolument rien tout, et de l'autre côté, on refuse à des pays aussi de recevoir. Ces pays-là sont tout simplement obligés de migrer vers le Maroc ou bien vers la Côte d'Ivoire qui est en train de devenir le hub sportif au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le hub sportif pour l'Afrique de l'Ouest. Absolument. Alors, depuis l'arrivée de Patrice Motsepe à la tête de la CAF, beaucoup d'observateurs dénoncent la mainmise du président de la FIFA, Gianni Infantino, sur l'instance fêtière du football africain via le secrétaire général de la CAF, le suisseau-congolais Véron Mosengo-Omba. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, écoutez, moi, je crois que pour le premier mandat, c'était tout à fait normal parce que quand même, Patrice Motsepe n'était pas au préalable candidat pour diriger cette confédération africaine de football. Ils sont allés le chercher. On a établi ce qu'on appelle le protocole de Rabat qui a obligé Augustin Senghor à retirer sa candidature, tout comme Ahmed Yahya et Jacques Anouma. Aujourd'hui, celui qui paye commande. La FIFA a fait en sorte de maîtriser l'ensemble des dispositifs qui est mis en place par la Confédération africaine de football, d'autant plus que le président a été aidé par le président Gianni Infantino, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il se sent un tout petit peu redevable. Il reste maintenant à savoir pour son deuxième mandat, est-ce qu'il va adopter cette attitude-là ou bien est-ce qu'il va essayer tout simplement de voler de ses propres ailes? Souhaitez-vous que Patrice Motsepe s'affranchisse un petit peu de la tutelle de Gianni Infantino ? Absolument, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs à tort et à raison qui parlent de cette tutelle de la FIFA sur la CAF. Donc, il appartient aujourd'hui à Patrice Motsepe pour son deuxième élection où il a été accepté par acclamation. Donc là, quand même, il a beaucoup plus de coups de franche, contrairement à 2021 où c'est Gianni Infantino qui est allé le chercher pour presque l'élire président de la Confédération africaine de football. Là, il a beaucoup plus de coups de franche. Il a maîtrisé aussi, je pense bien, la Confédération africaine de football. Comment est-ce que ça marche? J'ose espérer qu'il va s'affranchir davantage comparativement à son premier mandat. D'autant que les dettes d'il y a 4 ans ont été épongées et que le budget est plus équilibré aujourd'hui? Absolument. Là, quand même, on ne parle plus d'une CAF qui va vers la banqueroute. Et ça aussi, c'est grâce à son entregent, grâce à sa capacité managériale, parce que c'est un homme d'affaires qui a mis énormément d'argent au niveau de la CAF. Il est en train encore, au niveau des compétitions africaines, de revaloriser l'ensemble des primes qu'on donne aux équipes vainqueurs, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe de Confédération, mais aussi dans les compétitions, qu'il s'agisse de la Coupe d'Afrique senior jusqu'aux petites catégories. Là, quand même, il a marqué un énorme coup et c'est pour cette raison que je pense qu'aujourd'hui, qu'il peut effectivement penser à s'affranchir de Gianni Infantino. Hier, au Caire, ont été élus également les 6 nouveaux représentants de la CAF au Conseil permanent de la FIFA. Et là, il y a de sacrées surprises, hein, Abdoulaye Thiam. Absolument, il y a de sacrées surprises. D'abord, c'est le fait de voir Pinnick du Nigeria qui n'a pas été reconduit, mais la plus grosse surprise, c'est Maître Augustin Senghor, premier vice-président de la Confédération africaine de football, qui termine 6e sur 6. Sur 53 voix, il n'a pu obtenir que 13. Là, quand même, il y avait une grosse surprise, d'autant plus que partout en Afrique, on entend de lui que c'est quelqu'un qui est doté d'une probité intellectuelle et morale sans commune mesure. On a été un peu surpris de voir qu'il n'a même pas pu obtenir la moitié des 26 voix qui auraient dû lui permettre de passer au deuxième tour. Est-ce à dire, Abdoulaye Thiam, que pour être
être élu à un poste dirigeant dans le football mondial, il faut non seulement faire une bonne campagne et avoir un bon programme, mais aussi présenter quelquefois des arguments moins avouables? Écoutez, je crois très bien que ça a étonné beaucoup de gens qu'on voit des membres qui viennent pour la première fois briguer le poste de membre du Conseil de la FIFA, que cette personne-là puisse être élue au détriment quand même du premier vice-président de la Confédération africaine. Ce qui voudrait dire que ce n'est pas une question de programme, ce n'est pas une question de profil, c'est peut-être autre chose. C'est-à-dire que lui, Augustin Senghor, il est à cheval sur certains principes qu'il n'accepterait pas peut-être n'importe quoi pour pouvoir siéger au niveau du Conseil de la FIFA. Et est-ce à dire que pour être élu, il faut non seulement avoir un bon programme, mais manœuvrer en coulisses avec peut-être des méthodes pas toujours orthodoxes? De toute façon, c'est des lobbies qui se saisissent de la CAF, de la FIFA, du CIO, un peu partout. On constate qu'il y a des lobbies. Quand on regardait le dépouillement, on se rendait compte qu'on avait donné une liste à l'avance pour qui voter. Donc, dès l'instant qu'on commençait à citer le nom de quelqu'un, c'était les 6 premiers qui sortaient tout le temps. Donc, j'ose espérer peut-être qu'ils ne se sont pas trompés et que les membres qui sont élus au niveau du Conseil de la FIFA vont travailler pour le développement du football africain. Mais il y a trop d'arrangements dans les votes? Absolument, il y a trop d'arrangements dans les votes, mais ça aussi, ce n'est pas l'apanage de la CAF. Je le dis, je le répète, que ce soit à la FIFA, que ce soit au CIO. Et c'est vraiment dommage parce que Augustin Senghor, la conséquence immédiate, c'est qu'il a remis sa démission à Patrice Motsepe. Il ne va plus être premier vice-président de la Confédération africaine de football parce qu'il ne bénéficie plus de la confiance de ses pairs. Abdoulaye Thiam, merci.